Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode un peu particulier qui m'a été inspiré par ma condition personnelle. Je me suis brusquement trouvé limité dans l'utilisation de mon bras droit, ce qui m'a poussé à rechercher quelles solutions existent pour les photographes avec des pathologies ou des limitations. J'ai confié cette recherche à une intelligence artificielle, NotebookLM en l'occurrence, et les résultats rapportés ont été une découverte pour moi. J'ai ensuite poussé plus loin en demandant à l'intelligence artificielle de créer un article de blog qui résume les solutions, un dialogue entre deux avatars qui discutent de ces solutions et les diapositives correspondantes. Je vous propose de découvrir ce que l'intelligence artificielle a compilé autour de ce thème. J'y ajouterai quelques éléments graphiques de clarification et je vous donnerai mon avis à la fin de la présentation faite par l'intelligence artificielle elle-même. Bienvenue dans cette nouvelle analyse documentaire. On a parcouru une montagne absolue de notes, de blogs médicaux, de tutoriels et de témoignages de photographes pour cette plongée au cœur des sources. Et un fil rouge vraiment saisissant est apparu. Un refus total de la fatalité, en fait. C'est ça. L'objectif de notre exploration aujourd'hui, c'est de comprendre comment on peut maintenir un niveau d'exigence photographique irréprochable quand on est frappé par une pathologie physique. Que ce soit une tendinite fulgurante, un bras dans le plâtre, une arthrose sévère ou même un handicap beaucoup plus lourd. Parce qu'une limitation physique, ça ne doit jamais devenir une excuse pour dégrader la qualité d'une composition ou pour rater une exposition. La photographie, c'est par essence la discipline reine de l'adaptation. Absolument. Et on le voit bien dans nos sources. L'appareil, le boîtier, ça doit être le prolongement naturel de l'œil. Mais que se passe-t-il quand le bras qui relie cet œil au boîtier fait défaut ? C'est là que la véritable maîtrise technique entre en jeu, non ? Ouais, totalement. Avant même de parler d'investir dans des équipements complexes, l'adaptation, elle commence par repenser notre propre biomécanique. On l'oublie souvent, mais le corps n'est pas juste le porteur de l'appareil, c'est le tout premier trépied. Le premier trépied. Voilà. Et quand un des pieds de ce trépied cède, disons lors d'une fracture ou d'une blessure temporaire, il faut repenser l'équilibre des forces. Les discussions de photographes de terrain qu'on a analysées détaillent une véritable chorégraphie pour opérer un boîtier lourd à une seule main, en l'occurrence souvent la main gauche. Ouais, j'ai lu ces échanges. Et honnêtement, la posture recommandée semble complètement défier la gravité. Tenir un boîtier professionnel et un objectif lourd d'une seule main et espérer une image nette, sur le papier, ça paraît ultra instable. C'est instable si on garde la posture classique. L'idée détaillée dans les documents, c'est de soutenir l'appareil par le dessous. En fait, la main gauche va former une sorte de coupe. Une coupe, ok. Ouais, tu mets le pouce au centre, directement sous le fût de l'objectif. Ça, c'est pour gérer le centre de gravité. Et les autres doigts viennent s'enrouler complètement vers le grip du côté droit, pour aller chercher le déclencheur à la velle. Souvent avec le majeur ou l'annulaire d'ailleurs, d'après ce que j'ai vu. Mais biomécaniquement parlant, un bras seul qui porte 2 kilos de verre et de métal en porte-à-faux, ça va forcément trembler au bout d'un moment, non ? Inévitablement, oui. C'est justement pour contrer ce porte-à-faux que la création de points de contact supplémentaires devient absolument vitale. Puisqu'on perd l'ancrage de la main droite, on va utiliser la structure du crâne et du torse. C'est la fameuse technique de l'arcade sourcilière. Exactement. La technique consiste à venir plaquer fermement, presque agressivement même, le viseur optique contre l'arcade sourcilière. Les pros recommandent d'ailleurs très fortement de régler la dioptrie du viseur pour corriger sa vue plutôt que de garder ses lunettes. Oui, parce que les lunettes créent un espace. C'est ça. Elles créent un micro-jeu mécanique, une instabilité entre l'œil et le boîtier. Si on les retire, l'os de l'arcade devient un point d'appui rigide. Ensuite, on rentre le coude gauche et on le colle bien contre les côtes. Et là, la structure est verrouillée. Voilà. La main en coupe soutient le poids en bas, l'arcade sourcilière bloque le basculement vers l'arrière et le torse encaisse la pression verticale du coude. Le corps devient un véritable étau. C'est fascinant. Mais là où j'ai vraiment bloqué en lisant nos sources, c'est sur les astuces de manipulation de l'objectif une fois qu'on a cette posture. Il y a cette astuce récurrente sur les forums Reddit qui m'a fait bondir. Ah, tu parles des colliers de serrage. Ouais, les fameux serflex ou zip ties en anglais. Pour faciliter le changement de focale avec un seul doigt, certains photographes conseillent d'attacher un simple collier de serrage en plastique autour de la bague de zoom. Ils serrent ça à fond et laissent dépasser la petite tige pour créer un levier. Ouais, c'est très populaire. En photographie de terrain,
il n'y a que l'efficacité qui prime. Ce simple collier de serrage, c'est une application brillante des lois de la physique. C'est-à-dire? Si on souffre d'arthrose ou d'une tendinite du poignet, le mouvement naturel pour zoomer qui est d'enserrer une bague avec la paume et de faire une torsion, c'est une torture absolue. Ça sollicite tout le canal carpien. En ajoutant cette petite tige qui dépasse, on modifie le couple de force. Ah, on crée un bras de levier en fait. Exactement. Au lieu d'une torsion très douloureuse du poignet, il suffit d'une petite pression latérale minime d'un seul doigt pour faire pivoter la bague. C'est de l'ingénierie de l'urgence. On transforme un effort de préhension en un simple mouvement de poussée. Et ça soulage immédiatement le poignet affaibli. Ouais, vu sous l'angle du bras de levier, la laideur du plastique devient presque poétique, c'est vrai. Toujours dans cette logique d'effort minimal, on trouve aussi dans les sources l'ajout de petits coussinets en caoutchouc adhésif. Les sticky rubber pads, ouais. C'est ça. On les colle sur les molettes de réglage qui sont un peu trop lisses. Ça offre une accroche tactile immédiate sans avoir besoin de pincer les doigts. Et les documents mentionnent aussi l'utilisation de gants spécifiques, genre les PGG Tech avec le bout des doigts rabattable. Très important les gants. Le froid fige le liquide synovial dans les articulations. Donc pour une personne qui souffre de rhumatisme ou d'arthrose, pouvoir garder la chaleur sur toute la main tout en libérant juste la pulpe de l'index pour le déclencheur, ça garantit de pouvoir vraiment prolonger sa session. C'est clair. Mais ces astuces de préhension, elles repoussent la fatigue, sauf qu'elles trouvent leurs limites face à des pathologies plus lourdes. Quand la posture et les leviers ne suffisent plus face à une douleur irradiante, disons une tendinite sévère du coude ou des douleurs dorsales type fibromyalgie, là, il faut changer de paradigme. Complètement. Là, on entre dans ce qu'on pourrait appeler l'ingénierie du support. L'objectif n'est plus d'optimiser la force du photographe, mais de la remplacer. Il faut déléguer le poids du matériel, qui peut être très lourd, surtout avec des téléobjectifs. Ce qui nous amène à une étude de cas vraiment éclairante, tirée des documents. C'est le témoignage de Christophe, un photographe qui couvre des matchs de basket professionnels. Ah oui, le setup anti-tendinite. Voilà. Il a développé une tendinite féroce. Le genre de douleur où on a l'impression d'avoir des éclats de verre dans le coude à chaque fois qu'on lève un 70-200 mm. Sa solution m'a vraiment surprise. D'instinct, pour soulager les bras, on se dirait on prend un bon trépied classique, super léger en carbone, et voilà. Sauf qu'il rejette catégoriquement le trépied classique. Exactement. Il opte pour un monopode. Mais attention, un monopode équipé d'une base trépied avec les 3 petites pattes articulées au sol, et il couple ça à un support de fixation en L, le fameux L-bracket universel type Arca Suisse. Pourquoi se compliquer la vie avec cette combinaison spécifique au lieu d'un simple trépied? La réponse, elle est dans la fameuse démarche exploratrice. Un trépied traditionnel, c'est parfait pour du paysage. Ok, mais ça fige l'action. Régler l'écartement des 3 pattes, ajuster la hauteur, ça demande l'usage intensif des 2 mains et beaucoup de temps. Et en photo de sport, on n'a pas le temps. Le temps n'existe pas, non. Le monopode articulé résout ça. Le mât vertical encaisse 100% du poids. Le coude est soulagé. Mais la base au sol permet de pivoter, de s'incliner en avant ou sur les côtés. Juste avec un mouvement du bassin, on garde une réactivité indispensable. Et le support en L alors? L'équerre métallique sous l'appareil? Si on devait faire une analogie, c'est comme lire un gros dictionnaire lourd posé sur une table. Si on veut lire la tranche, avec une rotule classique, il faudrait incliner toute la table ou se tordre le cou. Ouais, c'est une bonne image. Avec le L-bracket, c'est comme si on attrapait le livre, on le tournait juste d'un quart de tour et on le reposait bien à plat. L'appareil est fixé soit par sa base horizontale, soit par sa tranche verticale. On bascule du mode paysage au mode portrait en 2 secondes, sans forcer sur les poignets ou contorsionner un coude douloureux. L'analogie est très juste. On annule l'effort de torsion. Après, cette approche du monopode, c'est parfait quand on est statique ou bord d'un terrain. Mais pour le photographe qui doit marcher sur de longues distances, laisser un appareil lourd pendre au bout d'une courroie autour du cou. Oh, c'est une hérésie médicale. Sur la durée, ça comprime les vertèbres cervicales, ça donne des névralgies. Nos sources explorent donc des systèmes de portage thoracique, des harnais qui ressemblent presque à des exosquelettes. Le système Cotton Carrier, par exemple. Oui, j'ai regardé ça de près. C'est inventé par un ancien superviseur d'effets spéciaux. Le cœur du système, c'est un brevet appelé Twist and Lock. On porte un gilet très serré et sur le sternum, il y a un réceptacle en plastique ultra robuste. On visse un plot sous l'appareil, on l'insère dans le réceptacle avec l'objectif sur le côté et on laisse tomber à la verticale. Et là, il est verrouillé contre le torse, il ne peut pas tomber.
La charge quitte totalement le cou et est répartie sur les dorsaux et les pectoraux. Et ça empêche le matériel de balancer et de frapper les côtes à chaque pas. On a aussi vu d'autres systèmes, comme le Novoflex Chestpod ou le Kinesis X-Harness pour répartir la charge. Il y a aussi des innovations pour le transport, comme le sac Wolfpack Capture. Ah oui, celui qui glisse sur des câbles. C'est ça, tu détaches la poche principale de l'armature dorsale et le SRAC bascule sur le devant sans avoir à enlever les bretelles. On évite ce mouvement d'épaule en arrière qui est terrible pour les coiffes des rotateurs. Et pour la vidéo, j'ai noté la poignée Somicon en forme de C. Au lieu de se briser les genoux pour des angles bas, on tient l'appareil par le dessus. La prise est relaxée. Mais faisons une petite pause là-dessus. On a vu comment soutenir et porter le boîtier. Le poids n'est plus le problème. Mais il reste la manipulation. Exactement. Au moment de la prise de vue, ce sont les doigts qui tournent les molettes, les yeux qui cherchent la netteté. Il y a une fatigue cognitive et une micromotricité qui entrent en jeu. Et c'est là qu'on aborde l'intelligence logicielle, automatisée pour réduire la charge. L'informatique embarquée, ce n'est pas que pour corriger le bruit de l'image. C'est une alliée thérapeutique. La philosophie, c'est moins on tourne de molettes, moins on sollicite les articulations. L'exemple le plus flagrant dans nos documents, c'est la personnalisation des boutons et surtout le découplage de la mise au point. Le fameux back button focus. L'idée de retirer l'autofocus du déclencheur principal pour l'assigner à un bouton à l'arrière sous le pouce. Mais concrètement, en quoi ça réduit la fatigue physique d'un photographe ? Ça évite la répétition frénétique du même mouvement de l'index. Avec un déclencheur classique, si ton sujet bouge un peu, tu dois relâcher à mi-course, puis réappuyer pour relancer l'autofocus sans cesse. Ah oui, le doigt pompe constamment. Voilà. Avec le poing sous le pouce, tu presses en continu pour un sujet en mouvement ou tu presses et tu relâches pour verrouiller. Ton index sur le déclencheur, il n'a plus qu'une seule mission, capturer l'instant. L'économie de micro-mouvements sur une journée, on parle de milliers de contractions évitées. C'est énorme! Et cette logique va plus loin avec les modes personnalisés C1, C2, C3 sur la molette principale. Ouais, ça c'est redoutable. Mais si on veut s'affranchir totalement de l'autofocus, les sources parlent de l'hyperfocale ou zone focus. Très prisé par les photographes de rue, ça. Et parfait pour les problèmes de dextérité. On ferme le diaphragme à F11 ou F16, on règle la mise au point manuellement entre 2 et 5 mètres et on ne touche plus à rien. Le réflexe de pointe devient un point and shoot. Et pour l'arthrose des doigts qui empêche même de tourner cette bague ou une vision un peu affaiblie, l'intelligence logicielle propose le focus picking. Ah oui, ça c'est génial. Ça surligne les zones nettes avec une couleur contrastée dans le viseur, genre rouge fluo. L'œil n'a plus à forcer pour discerner les détails. La technologie valide la netteté visuellement. Il y a même le contrôle vocal via les paramètres d'accessibilité iOS. Le photographe dit simplement « Picture » et le téléphone simule un appui sur l'écran pour déclencher. Bon, là il faut qu'on s'arrête 2 secondes. À force d'accumuler tout ça, l'hyperfocale, les modes C1, C2 qui gèrent tout, le focus picking qui colorie l'écran, le contrôle vocal... Est-ce qu'on ne dérive pas vers une forme de paresse, en fait, Est-ce qu'on ne s'éloigne pas de l'art photographique, de la maîtrise manuelle de la lumière ? C'est une idée reçue très fréquente, mais c'est une erreur. L'automatisation, ce n'est pas du tout une démission. La rigueur exige que le boîtier soit configuré bien avant l'action. Réduire la friction mécanique, ça libère l'esprit. L'intellect n'est plus parasité par l'outil. Il est disponible pour la composition ? Totalement. On se concentre exclusivement sur l'instant décisif, la lumière, le cadrage. C'est vrai. Le logiciel devient l'extension de l'œil quand les doigts défaillent. Mais que fait-on quand on ne peut plus du tout se servir de ses bras ou de ses mains ? Quand on aborde les cas de fauteuil roulant, de paralysie partielle ou totale ? C'est là que l'innovation devient presque de la science-fiction. Quand la mobilité est drastiquement réduite, la technologie permet de s'affranchir totalement de l'usage des mains. Le déclenchement buccal. Exactement. Le bite switch, l'interrupteur au mordant. C'est un petit tube en silicone avec des nervures placées entre les dents. Ça nécessite juste la force de croquer une carotte. Et il y a aussi le tongue switch qui s'active en pressant avec la langue contre le palais. C'est fou. Mais pour que ça marche, l'appareil doit être fixé indépendamment du corps. Oui, on utilise des fixations lourdes, le bras magiquement Frotto par exemple, ou des supports de fenêtres de voitures comme Kirk ou Eclat Eagle, et des fixations pour fauteuil roulant de chez Alzo. Attends, il y a une question qui me brûle les lèvres. Si l'appareil est fixé devant soi et qu'on mord de toutes ses forces sur un tube relié au boîtier, mécaniquement, la contraction de la mâchoire devrait créer une vibration, non ?
et faire trembler l'appareil. Ça ne ruine pas la netteté? C'est le paradoxe ultime de ce système. Déclenché avec la bouche, en fait, ça élimine le plus grand ennemi historique de la netteté. Lequel? Le fameux coup de doigt sur le déclencheur, ce micro-tremblement convulsif de la main au moment d'appuyer. Avec un appareil solidement ancré et un déclenchement géré par l'impulsion électrique du byte switch, l'isolation mécanique est parfaite. C'est une contrainte lourde qui engendre, paradoxalement, une netteté clinique absolue. Waouh! Le défaut initial crée la perfection technique. Et pour l'autonomie totale, on a vu aussi le pilotage à distance. Le transfert sans fil avec le Cam Ranger pour piloter depuis une tablette posée sur les genoux. Opérer parfois avec un bâton buccal, un mouse stick pour les cas de tétraplégie, et les sacs frontaux magnétiques type handipack pour éviter les fermetures éclairs. L'esprit seul prend la photo. L'anatomie s'efface complètement. C'est une sacrée leçon. La photographie, c'est vraiment une discipline d'adaptation. Du simple collier de serrage au déclencheur buccal, l'ingéniosité permet de conserver un niveau d'exigence professionnelle, peu importe la pathologie. Complètement. Pour conclure cette plongée, une réflexion un peu provocatrice m'est venue en lisant tout ça. On a vu comment contourner le manque de mobilité. Mais pour un photographe en pleine possession de ses moyens physiques, s'imposer volontairement ses contraintes, sortir photographier une journée en s'interdisant d'utiliser sa main droite ou en figeant sa bague de mise au point, ne serait-ce pas l'exercice ultime ? Ah, briser la routine et ses automatismes pour rééduquer son œil? C'est ça, s'amputer artificiellement de son confort pour atteindre une nouvelle dimension artistique. C'est une pensée à méditer pour notre prochaine sortie photographique. Car si l'intention est là, la lumière finira toujours par imprimer le capteur. Alors, qu'en avez-vous pensé? Si vous avez déjà une certaine habitude d'utiliser les intelligences artificielles, vous n'avez probablement pas été trop surpris. Si c'est une découverte pour vous, je serais curieux de connaître vos réactions. Pour cela, n'hésitez pas à utiliser les commentaires de cette vidéo pour faire part de vos étonnements, de vos questionnements et de vos témoignages également. Car même si je ne vous le souhaite pas, vous êtes ou vous avez été à un moment limité physiquement dans votre pratique photographique et peut-être avez-vous trouvé des solutions originales qui n'ont pas été mentionnées par l'intelligence artificielle. Ou vous avez utilisé celles proposées, auquel cas vous pourrez témoigner de leur facilité de mise en œuvre et de leur efficacité. Quant à moi, je suis surpris positivement par les solutions qui existent pour faciliter la pratique des photographes, aussi bien ceux valides mais qui souhaitent sauvegarder leur potentiel physique, les photographes avec des pathologies émergentes, ainsi que des photographes avec des limitations installées, mais qui quand même peuvent poursuivre leur projet photographique. Ensuite, je trouve le travail réalisé par l'intelligence artificielle stupéfiant. Ne connaissant pas le sujet, j'aurais certainement mis des jours à me renseigner, à collationner les différents éléments, puis à les mettre en ordre pour compiler une vidéo. Avec l'aide de l'intelligence artificielle, ceci s'est fait en quelques dizaines de minutes, hormis le montage vidéo final que j'ai gardé pour moi. Si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode, faites-le savoir d'un pouce levé d'encouragement. N'hésitez pas à partager cette vidéo à celles et à ceux que cela pourrait intéresser. Je vous remercie pour votre intérêt et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.